Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à l'écoute de ce nouveau podcast. Pour commencer, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de la situation d'Audi Brussels ? On doit revoir, je pense aussi, vraiment notre manière de concevoir le travail. On parlera entre autres des enjeux politiques belges autour de cet événement avec Jérôme Aubertin, avocat associé STIB, que vous venez d'entendre. Plus d'un quart des Belges renvoient les articles achetés sur Internet. Les retours en magasin pèsent aussi dans les caisses des commerçants. C'est un coût moyennement de 15 € par retour. C'est ce qu'il ressort d'une enquête de la Fédération belge du commerce électronique. On vous donne plus de détails dans un instant. Et pour finir, un point bourse avec le dossier à la une de Trends Tendance. Les sources d'inquiétude qui se multiplient, une nervosité due aux élections européennes. On vous explique. Z sur 7 à la une. La situation alarmante d'Audi Brussels rappelle de mauvais souvenirs à la Belgique. D'autres industries étrangères ont quitté notre pays ces 20 dernières années. On peut citer Caterpillar à Gosselies, Ford à Genk ou encore Opel à Anvers. Quelles leçons nos politiques peuvent-ils tirer de ces drames économiques et sociaux ? En tout cas, il y a encore du pain sur la planche pour refaire de la Belgique une terre industrielle. Le pays a besoin d'une refonte de sa législation entrepreneuriale, mais surtout d'un changement de mentalité, notamment au niveau politique. Jérôme Aubertin, avocat associé STIB. On doit revoir, je pense aussi, vraiment notre manière de concevoir le travail, de revoir les carrières pour tenir compte des besoins des entreprises et des besoins des travailleurs. Tout ce qui concerne la durée du temps de travail, on fonctionne encore suivant des préceptes vraiment du passé. Quand on regarde la législation, elle date de 71. Autre défi pour la potentielle future Arizona, réduire la complexité administrative ou encore rééquilibrer la balance employeur-syndicat, mais le problème est peut-être plus profond. Jérôme Aubertin, encore une fois. Est-ce qu'on ne vit pas un peu trop sur nos acquis ? L'Europe, c'est un beau continent pour les touristes étrangers. Ils viennent voir nos vieilles pierres, etc. On était un berceau de civilisation important. Ça, c'est clair. On a bien vécu, mais est-ce qu'on ne vit pas un peu trop sur le passé ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on profite du confort lié aux richesses qu'on a pu produire par le passé. La question, c'est est-ce qu'on produit encore suffisamment de richesses pour pouvoir s'autoriser le train de vie qu'on a aujourd'hui ? Ce sera donc la mission principale du futur gouvernement. Avoir des objectifs clairs en matière d'industrie et surtout se donner les moyens d'y parvenir. Z sur 7 à la une. Le télétravail est-il en danger en Belgique ? La question peut se poser suite à la décision d'Amazon d'y mettre fin dès l'année prochaine. Le télétravail s'est imposé depuis la crise du Covid et désormais, un quart des travailleurs belges le pratiquent 1 ou 2 jours par semaine. Or, de plus en plus de patrons souhaiteraient voir leurs employés revenir au boulot. On a demandé une réaction à Catherine Méry, legal expert chez Partena Professional, vis-à-vis de cette situation. En Belgique, un employeur n'a pas le droit de supprimer unilatéralement le télétravail. Pourquoi ? Parce que le recours au télétravail doit faire l'objet d'un accord entre employeurs et travailleurs. Et pour pouvoir revenir en arrière, il faudra également un accord entre l'employeur et le travailleur. Ce recul peut demander une nouvelle organisation de travail. Discuter des horaires de travail à appliquer dans l'entreprise, vérifier l'espace disponible et les équipements nécessaires comme les imprimantes, les ordinateurs. Avoir aussi au niveau financier l'impact de la suppression de l'indemnité de travail. Z sur 7 à la une. Plus d'un Belge sur 4 renvoie les articles achetés sur Internet. C'est ce qu'il ressort d'une enquête de la Fédération belge du commerce électronique. Sans surprise, ce sont les vêtements et les chaussures qui sont le plus souvent réexpédiés.
Le consommateur attend d'une boutique en ligne qu'il envoie avec un emballage durable, qu'il envoie avec un mode de transport ou d'envoi aussi durable et qu'il fait attention aux produits même, que c'est durable aussi. Comme Greet de Cocker, directrice de Bicom, vient de nous en parler, près de 20% des vêtements achetés en ligne seraient retournés à l'envoyeur. Outre les coûts environnementaux qu'ils génèrent, les retours en magasin pèsent aussi dans les caisses des commerçants. Greet de Cocker précise sur les coûts engendrés. C'est un coût moyennement de 15 € par retour. Ce coût est composé par le fait, bien sûr, de l'envoi de retour, mais aussi pour le mettre à nouveau dans le stock et le remettre sur le net. Les grandes plateformes, elles, opèrent souvent de manière plus radicale et dans bien des cas, les marchandises renvoyées par les clients finissent incinérées ou à la décharge. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Quotidiennement, les meilleurs experts boursiers du pays s'expriment sur les actions et les mouvements de marché les plus notables. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle levée de fonds de 10,3 millions pour Carmat ce 18 septembre qui nous intéresse. Pour rappel, Carmat est une entreprise française qui fabrique des cœurs artificiels qui vont être utilisés comme alternative à la transplantation cardiaque. Carmat vise à pallier la problématique du manque de donneurs, puisqu'on sait que chaque année, seuls 3% des patients qui ont besoin d'une transplantation reçoivent un nouveau cœur. Laura Roba, de la banque Degroof Petercam, nous parle de cette levée de fonds qui était attendue. Tout à fait, elle était attendue et surtout elle était un peu urgente puisque Carmat avait une trésorerie qui lui permettait de poursuivre ses opérations jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et donc cette nouvelle levée de fonds de 10 millions va leur permettre de poursuivre leurs opérations pour 3 mois supplémentaires, donc jusqu'à la fin de l'année. Il faut garder à l'esprit que Carmat est au début de sa commercialisation. Sa prothèse est commercialisée en Europe, elle sera seulement commercialisée aux États-Unis en 2027 et donc il faut s'attendre à ce que Carmat revienne se refinancer sur le marché d'ici à atteindre son point de rentabilité qui est attendu par le management en 2027. Toujours dans le domaine de la santé, Pantera a aussi fait une levée de fonds la semaine dernière qui a valorisé la société à 280 millions d'euros. Laura Roba pour nous rappeler ce que fait Pantera. Donc Pantera, initialement, c'est une joint venture entre IBA et le Centre de recherche nucléaire belge SCK-CEN et son objectif, c'est la production à grande échelle d'un radioisotope qui est l'actinium-225. Alors l'actinium-225, c'est un radioisotope qui est essentiel à une nouvelle classe de traitement ciblé pour le traitement du cancer. Alors de manière extrêmement simplifiée, l'idée c'est qu'on va coupler l'actinium avec un ligand qui lui va repérer les cellules cancéreuses dans le corps, va s'y fixer et donc en fait il va amener l'actinium aux cellules cancéreuses et l'actinium va les détruire, à nouveau de manière extrêmement simplifiée. Et dans un instant, on va continuer à parler de la bourse avec le dossier Trends Tendance de ce jeudi. Restez à l'écoute. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Nous arrivons déjà à la dernière rubrique de ce podcast, mais d'abord, aujourd'hui, nous sommes avec Cédric Boite, journaliste Trends Tendance, à l'issue du dossier concernant la bourse et les marchés. Dans ce podcast, un aperçu exclusif du dossier qui sort dans le nouveau Trends Tendance. Tout d'abord, les sources d'inquiétude sont en train de se multiplier sur les marchés. Oui, elles se multiplient assez rapidement, puisqu'il y a quelques mois, l'orientation des marchés était assez simple à appréhender, dépendamment tout des chiffres de l'inflation. Aujourd'hui, les tendances sont beaucoup plus complexes. Il y a déjà eu le ralentissement des indicateurs d'activité dans la zone euro et surtout la hausse du chômage aux États-Unis qui a ravivé les craintes de récession. Second élément, c'est aussi l'épisode des carry trades, qui a rappelé que
Après une longue période de taux bas, les marchés hébergeaient encore des bulles spéculatives. Troisième risque actuel, ce sont les tensions géopolitiques qui menacent à tout moment d'affecter le commerce international. Et enfin, les stratégistes que nous avons interrogés épinglent aussi deux menaces structurelles. Il s'agit surtout de la hausse des dettes publiques quasiment continue depuis 2008 et ensuite aussi le changement climatique qui pourrait aussi affecter la croissance économique. Ensuite, il y a une nervosité due aux élections politiques américaines. Oui, une période traditionnellement assez agitée. Ça devra à nouveau être le cas cette année, puisqu'il y a déjà eu les deux candidats qui ont des personnalités assez opposées et dont les mesures peuvent aller un peu dans tous les sens. On sait notamment que Donald Trump a coutumier des discours chocs, des mesures qui surprennent, comme la forte hausse des droits de douane. Kamala Harris est un peu plus mesurée, mais en même temps, son programme économique n'est pas toujours très clair aux yeux des marchés financiers. Et enfin, il ne faut pas oublier que la capacité de l'un ou l'autre à mettre en place sa politique dépendra aussi des élections à la Chambre et au Sénat qui s'annoncent très serrées. Dernièrement, vous évoquez dans votre dossier les risques pour les investisseurs. Mais vous donnez aussi quelques pistes pour mieux protéger leur portefeuille. Oui, face à de nombreux risques, mais aussi aucune menace qui ne fait l'unanimité, puisque les stratégistes sont plutôt inquiets de l'une ou l'autre en fonction de leurs affinités. La meilleure stratégie à adopter, c'est la diversification. Déjà, en termes de classe d'actifs, on peut penser aux obligations d'entreprises de qualité qui offrent actuellement un rendement assez sûr et toujours intéressant. Deuxième élément, au niveau des actions, c'est cibler les petites et moyennes capitalisations qui sont moins exposés au risque de concentration de marché que les géants technologiques. Et enfin, on peut aussi épingler la gestion alternative avec des stratégies notamment long-short qui visent à générer un rendement, peu importe l'orientation des marchés. Pour rappel, vous pouvez retrouver le dossier complet dans le Trends Tendance qui sort aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec plus d'informations, avec notamment la rubrique « L'économie en mouvement » par le think tank Itinera. Avant cela, restez à l'écoute pour 1 minute de récapitulatif légal en matière de cybersécurité par le CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Miguel du CCB. La nouvelle loi sur la sécurité des réseaux et de l'information définit 2 niveaux d'organisation, entité essentielle et entité importante. Il existe également 2 critères qui déterminent si vous êtes soumis à la loi comme une entité importante ou une entité essentielle. 1. Le type de service que vous fournissez. 2. La taille de votre organisation. Au total, 18 secteurs ont été définis comme l'énergie, le transport, la santé, etc., mais aussi des secteurs moins évidents tels que la fabrication, la gestion des déchets, la chimie, etc., tombent sous le coup de la nouvelle loi. En principe, les organisations employant au moins 50 personnes à plein temps ou avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros relèvent de la loi NIS 2. Sur atwork.savonweb.be, vous trouvez les critères exacts permettant de déterminer si votre organisation relève de la loi NIS. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.